4 février 2003, le monde de la gastronomie française perd un immense chef étoilé. Bernard Loiseau met fin à ses jours sans explication dans sa maison de Saulieu. Il avait 52 ans. Ce jour-là, l'émotion est très forte dans le petit monde de la grande cuisine, mais aussi dans l'opinion publique qui semble découvrir un univers complexe fait de pression et de sacrifices. On revient sur ce drame avec Gilles Pudlowski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, critique littéraire et gastronomique. Vous tenez un blog qui s'appelle Les Pieds dans le plat. Vous êtes aussi créateur des guides Pudlo. Pudlo Paris 2016 en fait partie. Et puis vous étiez un ami très proche de Bernard Loiseau. J'aimerais d'abord qu'on remette les choses dans leur contexte. Rappelez-nous ce qui s'est passé dans les jours, les semaines qui ont précédé sa mort. Écoutez, il y avait des murmures disant qu'il allait perdre la 3e étoile au Michelin. Il avait perdu deux points d'un coup, au Goemio, donc une toque. Il est passé de 19 à 17 sur 20. Bon, le Goemio avait beaucoup moins d'importance à l'époque, donc c'était moins grave. Il y a eu un article de mon confrère François Simon dans le Figaro qui a fait couler beaucoup d'encre, disant qu'il allait légitimement perdre la 3e étoile. Et c'est vrai que cette remarque a été terrible. J'ai reçu par exemple un coup de téléphone de l'agence Time, qui est intervenu après la mort de Bernard, je précise, me demandant mais pourquoi M. Loiseau a-t-il perdu la 3e étoile? Alors je leur ai dit mais jamais il n'a perdu la 3e étoile. Effectivement, il n'a jamais perdu la 3e étoile, Bernard, de son vivant en tout cas. Et ils m'ont dit mais on a lu ça dans le Figaro. Alors effectivement, l'information du Figaro était audacieuse, fausse, hypothétiquement incorrecte et dangereuse sur le plan moral, éthique. Voilà. Et lui avait été évidemment très affecté. Il Absolument. vous en avait parlé? Bah oui, bien sûr, je l'ai appelé assez souvent. Je veux qu'on avait 2 mois de différence. J'étais son aîné de 2 mois. Et c'est vrai que moi, je m'a fait rentrer un peu dans le milieu des grands chefs. À l'époque où je sortais la critique littéraire pour rentrer dans la critique gastronomique. On s'était connu par Alain Gerbert, qui était écrivain, qui lui quittait la gastronomie pour faire de la littérature. Et en fait, Bernard m'avait un petit peu fait connaître aussi bien ses amis de Bourgogne comme Georges Blanc, Marc Menot, etc., ou même Bocuse. Enfin, on avait sympathisé tous ces gens-là. Bernard était l'héritier naturel de Paul Bocuse, le cuisinier, rappelons-le, le plus médiatique de France à cette époque-là. L'homme qui provoquait l'empathie autour de lui. Tout le monde l'aimait, Bernard. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Il était moins sur le qui-vive, et il s'embêtait un petit peu à Saulieu. Il faisait la cuisine de manière extraordinaire, mais tous les jours, tous les matins, il allait à la maison de la presse pour acheter le journal du jour, et il trouvait qu'on parlait un peu plus de Marc Vira, un peu plus de Alain Ducasse et un peu moins de lui. Donc il n'était pas sur le devant de la scène. Et à l'époque, de nombreux chefs se sont insurgés, notamment contre les critiques gastronomiques. Hélène Darroze, Guy Martin, André Daguin, qui était à l'époque président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Il y avait de la colère parmi ces chefs. Est-ce que vous aussi, vous avez été en colère? Quelle a été votre réaction? Écoutez, moi j'ai la réaction de me dire, d'abord, Bernard aurait dû faire un démenti, parce qu'à l'époque où on annonçait qu'il allait perdre la 3e étoile, je lui avais dit, il faut que tu dises que c'est pas vrai, que c'est faux, que tout ce qui est écrit est injuste. Et il m'a dit, mais il vaut mieux rien dire, parce que sinon le mal sera encore pire. Et je crois qu'il a fait une erreur. Et moi je crois qu'en fait, l'erreur vient un peu de là. Il aurait dû ne pas se laisser submerger par le flot de choses mauvaises qui sont tombées sur lui. Et je crois qu'il aurait dû réagir. Bon, maintenant, c'est vrai qu'aussi, j'ai pas senti vraiment que la critique était en cause. Bon, il y a eu ça, Simon a fait qui était un peu stupide, qui était malvenu, je crois. Et surtout, je crois qu'il y a eu la difficulté aussi pour un grand chef qui a une pression au maximum de rester à son sommet. Il y a un proverbe tibétain qui dit « Lorsque tu es en haut de la montagne, pense à continuer d'avancer ». Et Benoît Violier, au mois de février de cette année, qui était le meilleur chef du monde, rappelons-le, il a été élu meilleur chef du monde à Crissier, en Suisse, à l'hôtel de ville, un chef charretier d'origine en 3 étoiles en Suisse. Juste avant que le Michelin France sorte, Bernard Violier se suicide avec un pistolet de chasse. Pratiquement une mort qui ressemble, 12 ans après, trait pour trait à celle de Bernard. Une mort, je dirais aussi psychologique, avec un environnement relativement... Tout le monde l'aimait, sa femme Brigitte l'adorait, la terre entière l'aimait, on le portait au pinacle, et puis il y avait une pression, il n'arrivait plus à respirer. Et Bernard, c'était un peu ça, c'était quelqu'un qui avait eu les 3 étoiles, dont il rêvait quand il était arpète chez 3 Gros, et il avait quoi après Après le sommet, vous avez le vide. Je rappelle que vous êtes vous-même critique gastronomique. Est-ce qu'il y a eu une remise en question de votre part et de la part de vos confrères critiques gastronomiques? Est-ce qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus prudent quand on attribue une note, quand on rétrograde un chef? Écoutez, je vais parler pour moi. Je veux dire, on est prudent au sens où lorsqu'on change, lorsqu'on
on justifie, on explique, mais on ne s'excuse pas en tout cas. Par exemple, si je passe quelqu'un de 3 à 2 assiettes ou de 2 à 1, ou etc., on explique dans un texte pourquoi on le fait. Hein. Ça peut être... Vous parlez d'Hélène Darroze, vous parlez de Guy Martin, ça m'est arrivé dans le passé, que Guy Martin à 3 assiettes, il passait à 2, etc., ou Hélène à 2, 3 à 2. Mais le Michelin, par exemple, va téléphoner la veille expliquant, d'ailleurs cette année, la Côte d'Or à Saulieu, on fait perdre à la Côte d'Or, ils ont expliqué une semaine avant, en l'interdisant, d'ailleurs interdisant à Dominique Loiseau de raconter cette histoire, parce que c'est vrai que ça a quand même provoqué un choc moral, émotionnel, lorsque les gens ont appris que 12 ans après sa mort, sa maison perdait la 3e étoile. Donc c'est vrai qu'on y réfléchit, mais je pense que ce qui compte, c'est de faire en sorte que la morale de ces actes puisse être érigée en loi universelle, comme disait Kant. Donc je crois que notre rôle, à nous, critiques, c'est de faire en sorte que nous n'ayons pas à rougir de nos actes et de nos jugements, de le faire posément, de le faire en toute réflexion, en toute justice, en toute équité. Et du côté des chefs, est-ce que du coup certains se sont dit on va prendre un petit peu de recul par rapport à ces notes ? Écoutez, il y a effectivement, vous avez tout à fait raison, il y a eu un mouvement qui s'est initié. Alors, on va citer bien sûr l'exemple de Alain Sandérins, qui a balancé sa 3e étoile chez Lucas Carton, place de la Madeleine. L'exemple également de Philippe Gartner à Bergevire, aux Armes de France, qui avait une étoile qui a laissé tomber. Pierre Bergès aussi près d'Aix-en-Provence. Donc il y a eu un certain nombre de chefs qui se sont dit on a des étoiles, on n'en veut plus. Donc pas de pression, on veut rester, on faire une cuisine sympathique, mais on veut pas la pression des guides. Et c'est vrai que on peut pas dire que ce soit un mouvement, mais il y a vraiment une réalité aujourd'hui. Il y a certaines tables qui valent des étoiles qui n'en ont pas, d'autres qui en ont peut-être moins. Mais c'est vrai que on devrait se détacher. Mais d'un autre côté, il y avait une pression qui fait que peut-être que nous, les journalistes, nous en sommes fautifs, mais c'est vrai que Top Chef, Master Chef, les Hochets, les médailles, les jours d'honneur, tout ça, on aime beaucoup ce qui brille en France. Hein, donc les Hochets, les étoiles en font partie. Et plus globalement, vous diriez que les médias ont trop de pouvoir sur les chefs, presque un pouvoir de vie ou de mort Ça, je n'y crois pas du tout. C'est-à-dire qu'on disait autrefois que Jean-Jacques Gaultier, le critique théâtral de Figaro, pouvait vider une salle ou la remplir en fonction de ses critiques. Je crois que pour un restaurant, c'est tellement faux. Il y a eu un article récent d'un camarade Emmanuel Rubin dans Figaroscope, démolissant Champeau, la brasserie dans la Ducasse, qui est d'excellente brasserie. Et il a fait un article très drôle, écrit brillamment. Bon, absolument injuste, à mon sens, absolument injuste. Mais ça n'a pas empêché le restaurant d'être plein tous les jours. Au contraire, comme disait Jean Dutour lorsqu'on lui annonçait un jour qu'il était déblayé dans le monde, Jean Dutour demandait à l'attaché de presse, mais quelle longueur? Donc le principal, c'est qu'on parle de vous. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, les chefs aiment qu'on parle d'eux. Évidemment, ils préfèrent qu'on dise du bien que du mal, mais quel que soit le bruit, tout bruit est bon à prendre. Gilles Pudlowski, si je vous demande de terminer cette phrase, le 24 février 2003, c'est le jour où? Que me répondez-vous? Un jour terrible. Moi, je pense à lui tous les jours. C'est-à-dire que j'ai placé d'un plan très personnel. Bernard est quelqu'un à qui je dois beaucoup. C'était quelqu'un de profondément humain, de profondément sincère, de profondément enraciné. Un Auvergnat qui a choisi le Morvan, cette tache de granit en terre bourguignonne, en terre calcaire, le dernier pays des loups. Donc, il a réussi à conquérir ce pays de Morvan, puis il est mort comme ça, bêtement. Cette mort, je la pleure tous les jours. Merci beaucoup, Gilles Pudlowski, d'avoir été mon invité dans Le Jour où l'information continue sur LCI.